Poncet et merci de nous accorder cette interview. Vous êtes atteint de la BPCO et dernièrement vous avez réalisé un exploit, celui de battre le record du monde de l'heure à vélo sous oxygène. Quand avez-vous appris que vous étiez atteint de la BPCO? J'étais diagnostiqué en décembre 2008 au CHU de Grenoble, suite à un problème que j'avais vécu 2 mois avant, d'ailleurs, en vacances. Et je pensais que j'étais malade, j'avais un problème quelque part. Et en fait, je me suis retrouvé sur une plage côté Afrique. Et je me suis enterré dans le sable pendant 3 heures de temps. Et il se trouve que la personne qui était avec moi à ce moment-là a assez rapidement compris ce qui se passait, étant donné que son père est décédé de la BPCO. Quels ont été les premiers symptômes qui vous ont décidé à consulter? Voilà, c'est un symptôme radical. Hein. Je ne le savais pas, mais j'étais en hypoxémie, je devais être à 62 SAT. Je sentais qu'il y avait quelque chose de grave. Ça a été l'occasion. On lui a pris rendez-vous donc, au CHU. Malheureusement, elle connaissait le chef de service, donc le professeur Brambilla, et je l'ai rencontré très rapidement et ça a été très vite. Il m'a diagnostiqué emphysème très sévère, insuffisance respiratoire, enfin la totale, trouble obstructif majeur. Voilà, je me suis assis, j'ai dit ouais, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà. Étiez-vous fumeur? Si oui, depuis combien d'années fumiez-vous et combien de cigarettes par jour? J'ai fumé, je pense, depuis l'âge de 15-16 ans, en sachant que j'ai fini avec 30-40 cigarettes par jour. Mais le principe en fait, de mon diagnostic était plus large, en fait, puisqu'il était établi. On a fait l'historique en fait, de ce qui s'était passé depuis la petite enfance. Donc j'ai dû démarrer avec des problèmes très tôt, à l'âge de 2-3 ans. J'étais en centre, j'étais déjà passé en centre, mais à ce moment-là, personne ne savait de quoi il s'agissait. Derrière, j'ai passé mes 15-16 premières années de ma vie au pied d'une usine qui fabrique du chlore, qui est le numéro 1 mondial de chlore. Et j'aurais jamais dû fumer. Voilà. Mais ça ne m'a pas empêché d'être sportif de haut niveau et d'assumer 3 sports de front jusqu'à l'âge de 15-16 ans. Mais j'avais déjà des problèmes de toute façon, je les ressentais. Quel est le traitement dont vous bénéficiez? Essentiellement des bronchodilatateurs, puisqu'il n'y en a pas d'autres. Le traitement extrême, c'est la transplantation. Des bronchodilatateurs, j'en ai 3 ou 4, et l'oxygénothérapie, donc autant que possible. Et plus j'avance, plus j'en prends. Et comme disait le professeur Brambilla, l'avantage avec l'oxygène, c'est que c'est pas toxique, c'est pas comme la clope. On peut en prendre tant qu'on veut. Comment arrivez-vous à vivre avec cette maladie? Dans un premier temps, on survit. Et c'est le problème de cette maladie, c'est que les 95% des gens survivent. Ceux qui ont un peu de chance arrivent un peu mieux à vivre. Mais le fil conducteur, c'est le précipice qu'on longe tous les matins en se réveillant. Et qu'on peut améliorer la situation, on peut parler de tas de choses et d'autres, mais avant tout, c'est la survie. Voilà, je survis plutôt bien que mal. J'essaye. Comme vous le savez, la Fondation du Souffle, qui lutte contre les maladies respiratoires, vous a soutenu lors de votre record. Et nous sommes curieux de savoir pourquoi vous avez décidé de relever ce défi un peu fou et comment vous y êtes parvenu. C'est un long chemin. Ouais, je remets toujours Christian Brambilla, parce qu'à l'origine, on s'était aperçu rapidement que son père, qui était un ancien champion cycliste, était un copain de mon père. Parce que mon père organisait des critériums cyclistes. Et donc on a rapidement sympathisé. Et au bout de 3 ans, quand j'avais atteint effectivement un certain niveau d'entraînement à effort, que je pouvais envisager un niveau supérieur, il m'a dit « mais pourquoi on ne ferait pas les spigouliers ensemble ?» Donc ça c'était l'anecdote, et à la fin, donc, je vois les spigouliers, et j'ai regretté d'avoir dit oui, parce que je n'avais pas vu l'ascension. Mais je me suis dit « bon, maintenant il va falloir y aller ». Ce qui m'intéresse, c'est les patients. Et quand on lance une opération comme celle-ci, le résultat, c'est quand on voit le sourire qu'on a vu sur le visage des patients, c'était énorme. Et si on arrive avec si peu à leur redonner un peu d'espoir, c'est déjà quelque chose de super. Vous êtes président d'une association, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors on a créé O2 et compagnie justement pour, comme objectif de lancer des défis, des manifestations, des événements à caractère sportif
pour les personnes à pathologie respiratoire, et dans toutes les pathologies respiratoires, et je pense notamment aussi aux jeunes mycoviscidoses qui ont leur programme, leurs organisations, et que j'aimerais bien faire venir aussi très rapidement à nos côtés. L'objectif est là parce je me suis aperçu qu'il fallait pousser la barre très très haut pour plusieurs raisons. La première, c'est que on arrive avec O2 avec une nouvelle génération de malades. C'est-à-dire ceux qui me précèdent sont déjà dans toutes les organisations représentatives, comme la FFAIR notamment. Et ils sont devant nous. Donc ils ont leur fonctionnement, ils ont une raison d'exister fondamentale, puisqu'ils ont une notion de lien social qui est prépondérant dans cette maladie, au moins pour le suivi. Mais ça ne servait à rien de rajouter une association sur une autre. Ayant une particularité physiologique, je dirais au niveau sport, enfin plus apte à faire du sport, on m'a lancé cette idée. Ceux qui mon tour sont dans ma génération. Et puis, il y a une chose qui m'intéresse, c'est celle-là au final, c'est la prévention. Et j'aimerais bien qu'on évite à ceux qui vont arriver sur le marché dans 5-10 ans, de ne pas tomber dans le handicap. Donc ça veut dire que les gens qui sont 35-40 ans aujourd'hui, si on peut leur éviter d'aller au handicap, c'est là où c'est le point d'orgue où on doit se battre. Donc il fallait inventer quelque chose. Et voilà, en sachant qu'on ne peut pas le faire tout seul. Donc aujourd'hui, on est rejoint par le SPLR, par Alvéole, la Fédération française de pneumologie, les généralistes avec MG France, et maintenant l'association BPCO. C'est un tout. On peut faire des choses, on peut se permettre, nous, des choses que toutes les organisations ne peuvent pas faire. C'est l'objectif de O2 et compagnie. La présence du président de la Fédération française de pneumologie, le professeur Bruno Rousset, à vos côtés au Vélodrome de Hyères, vous a-t-elle apporté quelque chose? Oui, 2 fois oui, pour la bonne raison qu'il est très difficile pour les patients de sensibiliser en fait et d'amener dans la foulée les responsables d'organisation, médecins et professeurs au niveau médical. C'est très rare, c'est dommage, mais je réponds oui 2 fois, puisque l'an dernier j'avais Christophe Pison, professeur Pison donc à Grenoble, qui était à mes côtés dans l'ascension du col d'Espigoulier, et ça fait un bien fou de penser qu'ils sont là. La présence en fait en plus du professeur Rousset est encore plus importante d'une certaine façon, parce qu'il représente la Fédération française, c'est-à-dire l'ensemble des organisations, et hormis le fait que c'est quelqu'un de très sympathique et de très compétent, oui, ça a fait un bien fou. Voilà, donc c'est oui 2 fois. Pour conclure, quel message aimeriez-vous faire passer? Il n'y a pas un message, c'est un ensemble. Des messages. Donc s'il y a un tronc commun, c'est dur, ce que vous vivez est dur, et très dur, vous allez souffrir, c'est certain, mais il y a une possibilité de survivre déjà, c'est certain, avec des moyens, que ce soit des moyens médicaux ou paramédicaux, notamment quand on parle de réhabilitation respiratoire ou de réentraînement à l'effort. Et si vraiment vous vous impliquez dans ce que vous faites, dans ce qu'on vous propose et ce que vous pouvez suggérer aussi, puisqu'il faut que l'échange soit réciproque entre le médical et le patient, vous verrez à un moment une faille, tentez que vous trouviez le petit truc qui fait que vous allez vous engager quelque part. Et en plus, vous allez vous engager pour vous-même. Donc je parle souvent d'une notion qu'il faut remettre, il faut la mettre en place, il faut l'institutionnaliser dans les traitements, les suivis de traitement. C'est de dire un malade reste un être humain, et quand il est acculé, il n'y a qu'une seule chose qui puisse vraiment le faire bouger, c'est qu'il retrouve du plaisir. Parce que si vous donnez du plaisir à un patient, il va s'investir, et non seulement il va s'investir, il va aller le plus loin possible, et il reviendra vers le médical en disant « regardez ce que j'ai pu faire ». Voilà, c'est le message principal qu'on peut passer, il y en a un, c'est celui-ci. Et enfin, pour conclure notre entretien, je voudrais remercier tous les gens qui nous suivent, que ce soit sur le réseau Facebook de la Fondation du Souffle, sur la page handicap.fr et d'autres réseaux dont on ignore même l'existence, mais qui nous suivent de près. C'est toujours réconfortant de lire ce qui nous est écrit, et puis ça motive un peu plus, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul et que vraiment on doit continuer ce qu'on fait. On va essayer d'aller plus loin, on essaiera de vous emmener avec nous, et pas sur mon vélo parce qu'il n'y aura pas assez de place, mais on fera ce qu'il faut pour rester en contact avec vous. En tous les cas, merci beaucoup.